Allez, ben, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Et donc, bienvenue pour ce webinaire de l'Association française de génie végétal, l'AGBio. Premier du nom, puisque c'est le premier d'une série qui est lancée par l'AGBio et qui va porter ce soir sur les solutions fondées sur la nature et génie végétal. Je me présente peut-être rapidement. Freddy Ray, je suis directeur de recherche à INRAE, c'est écrit en bas à gauche de la présentation. Je travaille au laboratoire écosystèmes et sociétés en montagne sur le site de Grenoble. Et voilà, je suis également président de la commission de gestion des écosystèmes du comité français de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Je vous précise ça parce que le concept de SFN, je vais parler de SFN, ça sera plus court que solutions fondées sur la nature, est porté par l'UICN. Donc, on a un groupe de travail dédié avec des milieux portés sur les forêts, les montagnes, les milieux littoraux. Voilà. Et puis, j'ai également l'honneur d'avoir été le président fondateur de l'AGBio, donc c'est un très grand plaisir pour moi que d'être le premier intervenant de ce cycle de webinaires. Alors, on a choisi cette thématique parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui des solutions fondées sur la nature et que pour certains, eh bien, on peut peut-être mal identifier ce que ça recouvre. Et le but aujourd'hui, c'est de faire un petit peu le point sur les concepts et de voir de quelle manière le génie végétal, qui est la matière qui nous anime, en tout cas à l'AGBio, et certainement pour beaucoup d'entre vous, vient se caler sur ce concept de solution fondée sur la nature. Alors, on vous passera le diaporama. Alors, on commence par des éléments de définition. Donc, on définit les SFN comme les actions, souvent sous la format de projet, qui visent à protéger, gérer de manière durable et restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Alors voilà une définition qui a le mérite d'être complète, peut-être un peu compliqué de voir ce qu'il faut retenir dedans, mais on va y revenir juste après. Je complète la définition par ces éléments. Les SFN recouvrent 3 grands types d'actions. La préservation d'écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique, l'amélioration de la gestion d'écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines, et la restauration d'écosystèmes dégradés ou la création d'écosystèmes. Donc retenez ici les 3 termes du triptyque, préservation, gestion et restauration. Tout au long de la présentation. S'il ne faut retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. Les SFN sont alors des solutions, comme je l'ai dit souvent, plutôt à l'échelle de projets, qui sont co-bénéfices. Il faut qu'il y ait au moins 2 bénéfices, c'est-à-dire que ces solutions doivent assurer le bien-être humain tout en favorisant la biodiversité. Donc le bénéfice pour la biodiversité, il est indispensable, c'est la base. C'est une condition sine qua non, il faut qu'on ait ce bénéfice pour la biodiversité ou pour la nature en général, mais qu'on puisse aussi se prévaloir d'un autre bénéfice pour assurer le bien-être humain. Alors, retenez vraiment, si vous ne répondez pas à ces 2 critères-là, eh bien, vous n'êtes pas, à proprement parler, une solution fondée sur la nature. Alors, quand on parle de bien-être humain, ça peut recouvrir différentes choses. Et là, c'est assez large. Vous voyez ici les 6 thèmes que l'on met derrière, le changement climatique, garantir la santé humaine, assurer l'approvisionnement en eau, avoir une sécurité alimentaire, le développement socio-économique, la réduction des risques naturels. Donc vous voyez que le gain pour la société, il peut être très très large. Après, on va voir progressivement que par ces gains pour la société, il y a certains sur lesquels on peut avoir une action grâce à nos interventions de génie végétal. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, pour être un peu plus précis que le simple fait de dire qu'on répond à deux bénéfices, eh bien, il faut que les SFN puissent répondre à plusieurs questions. On en a listé 7 ici, pour lesquelles, si vous voulez vraiment dire que votre projet est une solution fondée sur la nature, il faut répondre à l'ensemble de ces critères, en tout cas au mieux. C'est quelque chose d'incitatif, c'est pas
C'est pas un label qui est donné sur des. Vous voyez les deux premiers, il faut répondre à un défi de société et apporter des bénéfices à la biodiversité. Donc là, on répond à la définition même d'une approche co-bénéfice, la nature d'un côté et répondre à un défi de société de l'autre. Le troisième item, c'est qu'il faut s'appuyer sur le fonctionnement des écosystèmes. Là, on est dans la définition même le terme même, au niveau étymologique, de solution fondée sur la nature. Il faut donc connaître ce fonctionnement des écosystèmes et s'appuyer sur lui pour l'intervention. Donc, on est bien dans notamment l'utilisation du vivant. Et puis, vous avez 4 items complémentaires, notamment le fait que les projets doivent s'appliquer à des échelles spatio-temporelles cohérentes, le fait qu'on doive concilier des enjeux locaux et globaux sans préjudice réciproque. Il faut donc bien qu'on ait cette approche sur les deux échelles. Il faut associer l'ensemble des acteurs pour une gouvernance transversale. Et puis, il faut au mieux adapter la gestion vis-à-vis du changement climatique. Donc, si vous voulez savoir si votre projet peut aujourd'hui être considéré comme un projet dit SFN, eh bien, vous regardez et vous essayez de cocher toutes les cases, les 7 cases, pour voir si vous rentrez dans les clous. Ou comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui se veut très incitatif. Ça veut dire que si vous en êtes à la phase de réflexion et de conception d'un projet, eh bien, vous pouvez essayer de voir de quelle manière vous pouvez le plus possible atteindre ces objectifs. Alors, les SFN, est-ce que c'est nouveau? Ben, oui et non. Le concept, il a apparu une dizaine d'années, mais il se veut surtout aujourd'hui un concept chapeau qui va donc englober des concepts existants. Sur la diapositive, vous voyez de quelle manière il peut citer différentes catégories de SFN, et puis vous avez des exemples de concepts associés. Donc, pour tout ce qui concerne la catégorie restauration d'écosystèmes, des concepts sur lesquels vous êtes plus familiers. On a la restauration écologique, l'ingénierie écologique, j'y reviendrai juste après. Bon, des termes aussi qu'on retrouve parfois, comme la restauration des paysages forestiers, mais vous allez en trouver également d'autres. Je vous laisse voir un petit peu, je ne les détaille pas, mais tous ceux que vous pouvez voir sur la diapositive. À la fin, on a par exemple, voilà, les infrastructures vertes sont considérées comme des projets qui peuvent rentrer dans le cadre des solutions fondées sur la nature. Alors vous me direz, pourquoi avoir un concept chapeau alors qu'il y a déjà des concepts qui existent, avec lesquels on est bien familier? Simplement, déjà, ce concept vient d'une communauté de personnes. Ce sont je parlais de l'ICN, ce sont bien les conservateurs de la nature qui veulent mettre en avant le fait que conserver la nature, c'est pas juste pour la nature en elle-même, mais il y a forcément des bénéfices associés qui sont tournés vers l'homme et vers les grands défis de société. Et puis, ça permet aussi peut-être à un moment de se retrouver autour d'un langage commun, par un partage d'informations, ou lorsqu'on appartient à une famille qui est liée à un concept, par exemple la restauration écologique, on ne va pas forcément voir ce qui peut se passer au niveau d'autres concepts qui peuvent apparaître similaires, mais qui n'ont pas le même vocable. Donc, on peut trouver une forme de plus-value au fait qu'on ait mis en place ce concept de SFN, et puis se rendre compte aussi souvent que, eh bien, pour beaucoup, vous faites depuis longtemps des SFN sans le savoir. Une illustration par rapport notamment au concept d'ingénierie ou de génie écologique, sur lequel il y a eu tout un travail de réflexion ces 10 dernières années pour arriver à bien définir ce qu'on met derrière l'ingénierie ou le génie écologique, qu'on a défini de manière assez simple par des actions qui sont par et ou pour le vivant. Donc, rien que par cette façon de définir l'ingénierie écologique, vous avez le fait qu'on soit par le vivant, donc voilà, le fait notamment, on rejoint les SFN sur la manière de considérer et de s'appuyer sur le fonctionnement des écosystèmes et de la nature. Et puis, on peut être pour le vivant, c'est-à-dire qu'on répond aux défis de la biodiversité et de la nature, mais le « et ou » dit que ce n'est pas forcément la finalité en elle-même. On peut aussi être sur de la protection des biens et des personnes, par exemple. Mais l'ingénierie écologique, c'est toujours prévalu comme une approche multi-bénéfices. Vous le voyez sur le petit graphique qui est à droite, où l'ingénierie écologique peut permettre de faire de la gestion de milieux naturels ou artificialisés, de la conservation des milieux, de la biodiversité,
de la dépollution, de l'épuration des eaux, de la restauration de milieux, de la protection des biens et des personnes. Donc, on voit de quelle manière il suffit d'en prendre deux, dont un tourné vers la biodiversité et la nature, et puis un autre, par exemple la protection des biens et des personnes, pour se rendre compte qu'on peut aussi déjà être répondre au concept de solution fondée sur la nature. Si ce n'est qu'il faut quand même bien qu'on soit sur une approche multi-bénéfices. Ça veut dire tout simplement, on verra après avec le génie végétal, mais c'est que si vous êtes uniquement dans votre projet sur un objectif affiché qui répond soit à l'un, soit à l'autre, vous ratez une dimension. Vous ne cochez pas toutes les cases. Vous avez bien compris pourquoi est-ce qu'on met en avant ce concept, parce qu'on veut forcer le fait d'avoir cette approche co-bénéfice, nature et société. Alors, j'en viens maintenant à notre génie végétal. En quoi est-ce que lui, il peut correspondre ou rentrer dans les cases des solutions fondées sur la nature? Le génie végétal, on l'a défini, c'est comme ça que la GBio l'a défini, par un ensemble de techniques qui utilisent les végétaux et leurs propriétés mécaniques et ou biologiques pour différents types de finalités. On a notamment le contrôle, la stabilisation et la gestion des sols érodés. On pourrait dire même de manière un peu plus large, la réduction des risques naturels, notamment les risques qui sont liés à l'eau, les inondations, les crues, et donc ces phénomènes associés d'érosion. On a affiché dans la définition le fait que ces actions peuvent viser la restauration, la réhabilitation ou encore la renaturation de milieux dégradés. On cite également la dépollution des sols et des eaux, qu'on regroupe entre nous sous le vocable de phytotechnologie. Donc là aussi, vous voyez de quelle manière, lorsque vous avez une application dite de génie végétal, vous avez un objectif qui est affiché. L'objectif, il peut être aussi multiple. Il peut être à la fois en réponse au 1 et au 2. Et à ce moment-là, c'est pour rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Alors, ce petit graphe, il permet un petit peu de voir de quelle manière on pourrait considérer l'imbrication des concepts entre eux. Les SFN sont donc ce concept globant où on peut mettre à l'intérieur l'ingénierie écologique qui lui-même englobe le génie végétal. Et puis j'ai mis un exemple, celui du fait qu'on cherche le processus d'érosion. Voilà, tout ça s'imbrique dans une espèce d'élément emboîté, si ce n'est que le bémol par rapport à ce schéma, c'est que tout ce qui est du génie végétal ne peut pas forcément se prévaloir d'être SFN. Vous l'avez compris, il faut qu'il y ait cette approche co-bénéfice. On voit également de quelle manière tout cela peut, sur les approches, fait que plus on a une approche qui est large, plus il faut faire appel à la ou à l'interdisciplinarité. Ça veut dire aussi qu'en termes de mise en place et de conception des projets, pour trouver les solutions, il va falloir multiplier les compétences. Ça peut être, par exemple, des compétences naturalistes, mais aussi des compétences en hydraulique, en hydrologie, si on est sur des sujets qui concernent les problématiques d'eau. Alors justement, ce que je voudrais, c'est qu'on aille un petit peu plus maintenant dans le concret pour essayer de voir à quoi peut ressembler une action qui va s'appeler SFN. Et pour ça, je vous propose qu'on le regarde dans le contexte de la gestion de l'eau et plus particulièrement de la prévention contre les risques naturels liés à l'eau et en particulier les inondations. C'est pour ça que vous voyez apparaître sur la gauche le terme de GEMAPI, la compétence GEMAPI, qui est une compétence de gestion du milieu aquatique, de prévention des inondations. On va y venir juste après. Je fais un focus sur la gestion de l'eau. Quand est-ce qu'on peut utiliser nos SFN lorsqu'on fait de la gestion de l'eau? Si vous connaissez un petit peu comment on découpe le domaine de l'eau, on a le grand cycle d'un côté, c'est l'eau dans le milieu naturel, donc les rivières, les cours d'eau, les lacs, les zones humides. Et on a le petit cycle, ça c'est l'eau dans les tuyaux. Depuis quelque temps aussi, les eaux pluviales urbaines. Donc, à l'intérieur du grand cycle ou même du petit cycle, vous avez des compétences. Lorsque vous connaissez un peu le fonctionnement des collectivités, voilà, ces compétences sont mises entre les mains d'une collectivité ou d'une autre. Alors, dans le grand cycle, on va avoir la compétence GEMAPI, celle dont je parlais, qui aujourd'hui est revenue à l'intercommunalité.
aux communautés de communes, d'agglomérations urbaines, aux métropoles, qui ont pu, si elles le souhaitaient, transférer ou déléguer cette compétence à des syndicats de rivières. Aujourd'hui, dans la GEMAPI, on va trouver des applications très importantes, des solutions fondées sur la nature. D'ailleurs, GEMA et PI, c'est une manière de relier deux termes, et on voit bien de quelle manière l'un est plutôt orienté vers la gestion des milieux et l'autre sur la protection des biens et des personnes. La compétence de ruissellement et d'érosion, c'est une autre compétence qui est souvent plutôt dans le giron des communes, sur laquelle on peut aussi avoir des applications de SFN, en particulier par le génie végétal, on va y revenir juste après, mais dans le petit cycle, sur les compétences d'eau potable, d'assainissement et aussi d'eau pluviale urbaine, eh bien, on a des applications qui sont tout à fait possibles grâce à nos actions de génie végétal, peut-être pas sur tout, mais je pense notamment sur la gestion intégrée des eaux de pluie. Il y a tout un savoir-faire qui existe en génie végétal, en génie écologique, et qui peut donc permettre de venir nourrir des projets de solutions fondées sur la nature. J'ai marqué eau souterraine aussi parce qu'on s'intéresse bien à l'ensemble du cycle de l'eau, grand, petit, et tout le passage aussi par les eaux souterraines, où il y a des approches qui existent aussi par rapport aux solutions fondées sur la nature. Alors, faisons un focus sur la GEMAPI. La GEMAPI, c'est quoi? C'est comment concilier l'écologie et la sécurité. D'un côté, vous voyez, c'est la GEMA, la gestion des milieux aquatiques. On est plutôt sur l'aménagement des bassins versants. Voilà, regardez sur la photo, c'est plutôt ce qu'on a sur la gauche. Donc, cette berge, et puis une zone végétalisée. Ici, on essaye, on voyait apparaître ce vert. Donc, on peut avoir des applications de génie végétal. Voilà, là, on peut être sur une problématique de GEMA, tout en stabilisant quand même la berge. Et puis, sur la droite, c'est plutôt une problématique de PI, de prévention d'inondation. Et là, on y va fort, on a une digue en béton, en pierre, en ce que vous voulez, enfin des matériaux inertes qui vont offrir une protection importante par rapport au processus d'inondation, mais c'est un petit peu moins vert que l'autre côté. Donc, l'idée, elle est bien de voir de quelle manière, plutôt que d'avoir l'un, plutôt que d'avoir l'autre, on peut éventuellement avoir une approche combinée et avoir des ouvrages de protection qui soient suffisamment rigides, stables et donc efficaces pour protéger les biens et les personnes, mais peut-être en intégrant à l'intérieur une composante végétale, verte, qui permettent aussi d'avoir un gain pour la biodiversité en recréant par exemple une trame verte au niveau de ces structures, de ces infrastructures de protection. Alors toute cette GEMAPI, pour ceux qui l'ont vécu lors de sa mise en place, ça a entraîné le besoin de mettre en place une cohérence hydrographique, donc une gouvernance adaptée, mais ça a aussi eu toute une répercussion sur l'ingénierie, sur la façon de concevoir les projets qui ne doivent plus aujourd'hui, en tout cas au maximum, être des projets PI, être des projets GEMA, mais bien des projets GEMAPI avec l'utilisation d'approches, de techniques qui permettent de répondre aux deux attentes. Alors maintenant, très concrètement, on se dit qu'on utilise des SFN pour la GEMAPI, en particulier pour prévenir les inondations. À quoi ça peut ressembler? Vous l'avez vu, c'est ce qui est illustré sur ce schéma. On voit un schéma de bassin versant. On l'a dit tout à l'heure, d'avoir cette cohérence et cette approche à l'échelle spatiale qui soit pertinente. Et forcément, de l'eau, de la gestion de l'eau, des risques naturels liés à l'eau, il faut qu'on se mette à l'échelle de ces bassins versants. Donc, on a une approche globale, mais on va voir aussi une approche locale avec différents types d'actions qui, vous allez le voir, peuvent à chaque fois se revendiquer d'être co-bénéfices. Alors, on peut les prendre un par un. En bas à gauche, voilà le premier petit encadré qui dit que on peut végétaliser et désimperméabiliser les villes pour favoriser l'infiltration de l'eau de pluie. Quand on végétalise les villes, on réintègre de la biodiversité par des plantations, sur les toitures, par des noues qui permettent de remettre ce qu'on appelle de la nature en ville. Donc, on a un gain pour la nature par cette intégration ou réintégration, mais en même temps, on va avoir un effet sur l'eau, puisqu'on va avoir un phénomène d'infiltration de l'eau qui fait que toute l'eau qui va être restituée dans le sol, c'est autant d'eau qui ne va pas participer à une inondation lorsqu'il va y avoir des phénomènes intenses.
même si on a des phénomènes de restitution ensuite, hein, de l'eau qui s'est infiltrée, mais de manière étalée dans le temps, ce qui fait que ces types d'actions-là peuvent participer à réduire l'impact des crues, des inondations. Je dis bien participer parce que c'est pas avec quelques toits végétalisés qu'on a pu voir dans le Gard, dans la Vésubie, c'est une évidence. Mais pour un certain nombre de crues ou d'inondations, on va dire intermédiaires, on a ici une pierre qui vient bâtir un mur de protection. Et voilà de quelle manière on peut contribuer à. Bien sûr, ça ne suffit pas. Donc, on va voir, il faut multiplier les actions sur le bassin versant pour qu'on puisse avoir un effet qui puisse se dire significatif. Alors, allons voir ce qu'il y a au-dessus. Donc, on nous dit que l'encadré, on remonte, il dit préserver et restaurer les zones humides pour réguler les inondations. Et oui, les zones humides, c'est bien souvent des milieux que l'on restaure, que l'on crée parfois, avec une vocation très souvent tournée vers la reconstitution de milieux, une vision naturaliste, une vision réellement à finalité écologique, les zones humides. Eh bien, ces zones humides, ça peut constituer autant de réservoirs d'eau. Et si on arrive à les connecter à la rivière, de manière même très ponctuelle, hein, c'est-à-dire il y a un niveau de séparation entre les deux qui fait que lorsque la lame d'eau augmente dans la rivière, elle déborde et elle vient donc se mettre dans ces zones qui vont permettre de stocker l'eau de manière intermédiaire et puis après aussi de la restituer lentement. Et là, c'est comme pour tout à l'heure, on contribue à avoir un peu d'eau en moins dans notre rivière et donc à avoir une atténuation du phénomène d'inondation. On peut continuer, on nous dit qu'on peut végétaliser les versants du bassin pour réduire et ralentir le ruissellement. Bon, toutes les opérations de végétalisation, on l'avait vu tout à l'heure avec la ville, ici on est sur les versants, mais on peut avoir des opérations de grande ampleur. On peut revenir aux opérations de la RTM, de la restauration des terrains en montagne d'autrefois, qui ont permis d'avoir des actions assez significatives de restauration du milieu dégradé, pour réinjecter de la biodiversité, pour jouer sur la nature. Et puis en même temps, ben voilà, c'est autant également de zones sur lesquelles vous pouvez avoir des infiltrations d'eau, de la rétention, de l'interception de l'eau dans le feuillage. Bref, encore des gouttes et des gouttes d'eau qui ne participent pas à la crue et à l'inondation. On peut balayer les suivants. À droite, en haut à droite, végétaliser des lits de ravines érodés pour réduire les sédiments fins dans les rivières. Il y a toute une approche qui vise aussi à jouer sur la composante sédimentaire des rivières pour réguler les inondations. Attention, je parle bien ici dans l'exemple de sédiments fins qui sont parfois en excès dans les cours d'eau, dans certains cours d'eau, je pense en particulier à des endroits de la Durance, qui font qu'on a un exhaussement du fond du lit et qu'à cause de cela, l'eau a plus tendance à déborder. Encore une fois, ce sont les sédiments fins. On a une problématique liée aux sédiments grossiers qui, elle, est inverse. On a en général plutôt des déficits de matériaux grossiers dans les rivières. Donc là, on peut avoir l'effet inverse, hein, réactiver l'érosion pour remettre de la matière grossière dans les rivières, pour empêcher notamment les phénomènes d'incision et d'enfoncement des lits du cours d'eau qui sont générateurs de déstabilisation de berges ou de piles de ponts, par exemple. On a encore quoi planter sur les berges pour limiter la vitesse du courant. Toutes les plantations sur les berges peuvent correspondre à des opérations de réinstallation de végétation, de restauration de berges dégradées, érodées, et en même temps, la composante végétale peut permettre de limiter la vitesse du courant, encore un impact sur notre phénomène d'inondation. On a aussi le fait d'aménager des zones d'extension de crues pour permettre au cours d'eau de déborder, donc des zones parfois de très grande ampleur, de grande surface, qui vont permettre de stocker l'eau par des phénomènes de débordement lors des crues. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les zones humides, hein, mais on peut les aménager sur des espaces particulièrement importants sur lesquels l'eau va venir donc déborder, être stockée de manière intermédiaire, être restituée ensuite lentement dans le temps. Et puis je terminerai par le fait de reméandrer un cours d'eau pour le ralentir. Le fait de faire des méandres, c'est un petit peu l'action phare du domaine de la restauration, alors restauration morphologique, hydromorphologique ou éco-hydromorphologique, tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà, le fait de faire méandrer, c'est redonner au cours d'eau un fonctionnement plus naturel. Et là, on a donc on voit le bénéfice pour la nature, pour la biodiversité en particulier, et ça permet aussi de ralentir le cours d'eau et donc de jouer sur le phénomène d'inondation. Donc, vous voyez de quelle manière sur cette illustration, on voit différents exemples
sur le milieu, on joue avec la végétation, on l'intègre, on restaure, on préserve et on gère cette végétation pour elle-même, parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a de très nombreux services que rendent les milieux sur lesquels on a pu installer, gérer, restaurer cette végétation, mais en plus, on lui confère un rôle autre qui a vers une réponse, vers un défi de société. Et là, j'ai pris l'exemple de la prévention des inondations. Et là, dans toutes ces actions-là, vous retrouvez des actions qui sont assez typiques de l'utilisation du génie végétal. Le fait de planter sur les berges d'un cours d'eau, aménager des zones humides et notamment les abords pour avoir plus de naturalité, le terme est un peu fort, mais enfin en tout cas de restauration de nature et de biodiversité. Toutes les actions de végétalisation sur les versants ou les fonds d'hydradine sont des domaines sur lesquels on est habitué à faire du génie végétal. Là où je voudrais attirer votre attention, c'est quand vous le faites pourquoi ce génie végétal? Parce que bien souvent, vous n'êtes pas que sur un seul des objectifs. Par exemple, de stabiliser la berge ou bien de restaurer des milieux dégradés. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, vous l'avez bien compris, par rapport au projet qu'on peut avoir, qui peut parfois être mono-objectif. Est-ce qu'on ne peut pas sortir cette petite feuille qui dit qu'on peut avoir 7 objectifs à remplir et de se dire, est-ce que je coche les 7 cases? Et sinon, qu'est-ce que je pourrais faire pour infléchir, modifier mon projet pour que j'aille le plus possible vers la réponse à ces 7 grandes questions, et notamment les 2 premières principales qui sont d'avoir un bénéfice pour la nature et un bénéfice pour la société. Alors, beaucoup le font déjà, on est bien d'accord. Je vous le disais, beaucoup d'entre vous font des SFN sans le savoir. Vous avez compris le but aujourd'hui de la présentation, c'est d'essayer de voir, lorsque vous allez voir apparaître ce terme de SFN, dans des appels à projets, dans des trophées. Il y a les trophées artisans en ce moment qui récompensent les actions de SFN exemplaires sur des sites de démonstration qui vont être mis en place si finalement vous rentrez dans les créneaux ou pas de ce qu'on appelle des SFN. Alors, un mot aussi pour dire que, attention, voilà, j'ai pris l'exemple des inondations. J'ai été prudent en disant que nos actions, elles contribuaient c'était une pierre à un édifice d'intervention. Et de ne pas penser que notre génie végétal ou notre génie écologique, c'est le génie de la lampe. Vous la frottez et vous lui dites, oh là là, protège-moi contre les inondations. Non, bien sûr. Toutes ces actions et les SFN au sens large, bien souvent, doivent s'associer à d'autres types d'interventions pour vraiment répondre aux objectifs qui sont fixés. La protection des biens et des personnes sur des berges dans des zones urbanisées, pensez qu'il faut avant tout des structures qui soient suffisamment rigides et résistantes aux phénomènes de crue, surtout s'ils sont de plus en plus intenses avec les phénomènes climatiques. Donc ici, ce que vous voyez, l'important, c'est de faire cet équilibre entre SFN et génie civil, en l'occurrence, pour répondre aux problématiques et à la réponse à nos grands défis de société. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire et vous signaler également qu'il existe des supports sur lesquels vous pouvez trouver de l'information et aller creuser un petit peu. Notamment, il y a une vidéo qui a été réalisée, c'est des vidéos en motion design, c'est des choses très animées, notamment une qui porte sur les solutions fondées sur la nature pour la prévention des inondations, avec ce côté bénéfice pour la biodiversité aussi, qui a été réalisée par l'UICN et INRAE. Ce que je pourrais faire, c'est dans le chat, vous envoyer les liens pour que vous puissiez la regarder, la récupérer, vous en inspirer. Je voulais vous signaler également quelques autres supports. Alors, par rapport au SFN, je vous invite, si vous voulez retrouver un petit peu d'éclairage sur ce que je vous ai dit ici, à aller voir un article sur The Conversation qui essaye de parler un petit peu, de voir un petit peu, de creuser un peu ce que sont les solutions fondées sur la nature, mais de manière un petit peu plus large que ce que j'ai pu vous présenter ici par rapport au risque d'inondation. Et là aussi, sur la gauche, cette illustration, c'est un recueil, un ouvrage du comité français de l'UICN qui vous donne accès à des explications sur ce qu'on met derrière les SFN, bien sûr, mais aussi sur des retours d'expérience, de nombreux retours d'expérience qui existent dans ce domaine-là en France. Donc, je vous invite à aller consulter ce document, celui qui est sur la gauche,
qui est récupérable en PDF gratuitement sur le site du Comité français de l'UICN. Et puis, je ne résiste pas aussi au fait de vous signaler que l'AGBio a eu droit à un petit reportage dans l'émission que tout le monde connaît, Silence ça pousse sur France 5. Voilà, c'est allez voir, donc c'est sur l'émission du 2 octobre 2021. Ça se voit en replay sur les chaînes de télévision, sur France 5. Hein. Je crois que c'est jusqu'à début novembre. Il me semble que c'est jusqu'au 2 novembre. Ça reste un mois. Donc voilà, allez voir. Vous allez voir notre président, Manuel de Matos, qui nous explique un peu les approches qu'il peut avoir. Et puis d'autres illustrations de ce qui se fait en termes de génie végétal. Voilà, c'est assez sympathique de passer dans ce type d'émission-là. Et écoutez, voilà ce que je voulais vous présenter, à peu près une demi-heure sur ce lien entre solutions fondées sur la nature et génie végétal. Pour ceux qui sont arrivés en retard, on va avoir une séance de questions, hein, bien sûr, maintenant vous allez pouvoir les poser et je vais pouvoir y répondre. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, j'espère que vous n'avez pas été trop coincés avec le problème de lien qu'on a eu. Vous dire que la séquence est enregistrée, que ce sera accessible sur le site de l'AGBio pour les adhérents, qu'on vous fera, en tout cas, vous mettra à disposition le diaporama et qu'on vous fera passer les liens des supports que j'ai pu vous montrer à la fin de la présentation. Voilà, oui, Emmanuel nous dit que l'émission est disponible jusqu'au 1er novembre. Voilà, et c'est à partir de la minute 23. L'émission complète est toujours très sympathique, mais c'est à partir entre la 23 et 30, il me semble. Voilà, ça doit faire à peu près 7 minutes de reportage. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On peut ouvrir maintenant l'espace d'échange et de discussion. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Je crois qu'il y en a déjà qui sont arrivés. Et puis, je vais y répondre une par une. Alors, je crois que les micros ne sont pas fermés pour chacun d'entre vous. On peut avoir un espace de discussion. Vous pouvez tout à fait intervenir pour proposer vos interventions sur des questions qui ont pu être posées. Et peut-être même des fois aussi, si vous voulez les poser à l'oral, ça peut être plus facile. Alors, je vais peut-être juste arrêter avant le partage. Comme ça, on va pouvoir se voir. Voilà. Michel Lafort nous dit que tous ces aménagements ont aussi des impacts majeurs d'amélioration de la qualité de l'eau. Et c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, ici, c'est vrai que j'ai mis l'accent dans le domaine de la gestion de l'eau sur le fait que ça pouvait avoir un lien sur le défi sociétal de réduction des risques naturels, protection des biens et des personnes, mais dans beaucoup de domaines de l'eau, les SFN vont aussi avoir un effet positif. Et c'est vrai, ça va jouer sur les quantités d'eau, mais aussi sur la qualité de l'eau. Il y a plusieurs actions, même dans le petit diagramme qu'on a vu, qui illustrait les actions qui pouvaient avoir un effet sur la protection des biens et des personnes, qui peuvent amener à une amélioration de la qualité de l'eau. Le fait de relier l'eau de la rivière avec des zones humides, de la relier avec des bras morts, font qu'on peut avoir de l'eau qui se repose, moins courante, et donc des échanges qui peuvent se produire avec une composante végétale qu'on aura sur les berges. Et donc, on va dans un sens d'amélioration de la qualité de l'eau. Je dirais aussi que tout ce qu'on peut faire en ville, le fait de favoriser l'infiltration de l'eau, fait que toute cette eau qu'on infiltre, on va retrouver ensuite dans le cycle de l'eau sous format de source, d'eau potable, fait qu'on a aussi automatiquement une amélioration sur la qualité de l'eau. Donc, c'est tout à fait vrai. Vous l'avez vu, il y a un des défis sociétaux qui concerne la ressource en eau, la protection en termes de quantité, de qualité. Donc, c'est aussi un domaine sur lequel les SFN peuvent avoir un impact important dans le sens impact positif. Voilà. Alors, Pascal Carrère nous demande si ces structures végétales sont susceptibles d'être impactées par des risques multiples, changement climatique, insectes. Comment est-ce intégré actuellement dès la conception? Génétique, diversité des communautés. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Il y a des réflexions qui s'opposent très souvent avec ces approches-là, tout simplement parce que parfois, il peut y avoir
un antagonisme entre le fait de vouloir avoir un gain pour la nature, et j'ai cité un gain pour la biodiversité, et puis un gain pour la société. Parfois, de la biodiversité peut ne pas forcément aller, enfin, une plus grande biodiversité peut ne pas forcément aller vers une réponse plus efficace par rapport à des objectifs. Je m'explique, je reviens sur le domaine que je connais un peu mieux que les autres, sur la protection des biens et des personnes. Hein. On a parfois des processus sur lesquels on va identifier des espèces végétales qui sont très efficaces pour un type d'action. Tout à l'heure, je vous parlais du fait de retenir les sédiments fins. Bon, on a pu identifier dans des recherches des espèces qui sont très, très efficaces. Et il y en a finalement des fois assez peu. Mais si on nous dit qu'il faut diversifier les espèces, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut plutôt diversifier les espèces dans notre action et puis, mais finalement, peut-être intégrer des espèces qui sont moins efficaces sur le processus qu'on veut mettre en place? Mais si c'est moins efficace pour piéger les sédiments, ça veut dire qu'on va être moins efficace par rapport à la contribution qu'on aura sur les inondations. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces choix? On pourrait être tenté de se dire, bah, je mets les espèces championnes parce que c'est elles qui vont répondre le plus à ma problématique. Mais là, voilà, changement climatique ou insectes, moins vous avez de la diversité et plus votre système est vulnérable à des attaques parasitaires, par exemple. Alors, comment est-ce que ça se joue dès la conception? Ben, ça veut dire que là, on interpelle les ingénieurs pour qu'on imagine un système qui permette quand même de répondre à l'objectif sociétal et qui essaye de faire le plus possible de gains pour la nature et de biodiversité. Eh bien, ça peut se jouer par une répartition des espèces différentes dans le temps. Par exemple, si on veut avoir des zones de protection en linéaire avec des végétations, je parle de piégeage de sédiments, je pourrais en parler également avec les chutes de blocs. Hein. On sait que pour arrêter des éléments, que ce soit des sédiments ou les blocs, il faut qu'on ait une barrière efficace végétale. Et là-dedans, si vous mettez des espèces qui sont moins fortes, ben vous créez des maillons faibles, des zones de passage de nos éléments qui font qu'il peut y avoir moins de protection. Ben, comment est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh ben, on peut très bien avoir, plutôt que de chercher à diversifier nos lignes de protection végétale, avoir plusieurs lignes et puis diversifier les espèces d'une ligne à l'autre. Une ligne monospécifique et une ligne qui peut également l'être, mais avec une espèce différente. Si vous avez une attaque parasitaire sur une espèce et qu'elle est décimée, vous garderez une ligne de protection avec des espèces peut-être moins fortes, mais qui assureront quand même un minimum de continuité de votre barrière forestière ou végétale, qui feront que vous garderez quand même cet effet de protection. Donc, c'est bien dès la phase de conception qu'il faut choisir nos espèces pour qu'on puisse se prémunir de ce type de désagréments, de perturbations. Monsieur François nous dit qu'il est important de toujours choisir les espèces locales qui répondent aux objectifs, même si elles ne sont pas de façon intrinsèque les plus efficaces. Alors, c'est vrai que ça, c'est une vraie question. Espèces locales, évidemment, je dirais toujours aller vers le fait de favoriser nos espèces locales parce qu'elles seront toujours mieux adaptées au milieu, parce qu'elles sont toujours mieux résistantes et mieux résilientes en termes par rapport à des perturbations. Et après, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure sur le schéma, là, on voyait la balance qui disait, attention, les SFN ne donnent pas la réponse à tout si vous voulez vous prémunir des inondations. Ben, c'est un petit peu pareil ici. C'est-à-dire que on sait où il faut emmener le curseur. On sait parfois qu'il faut peut-être lâcher un peu du lest avec ces approches-là pour ne pas se priver d'éléments de réussite de notre intervention. Parce que si ce n'est pas uniquement le fait de vouloir protéger les milieux et la diversité, eh bien, la question peut être d'aller au maximum quand même aussi vers la réponse et l'efficacité au défi sociétal qu'on a pu se donner. Mais moi, j'aime bien cette idée de balance ou de gradient, de curseur, de se dire, voilà, sur un gradient espèces locales ou autres espèces, parce qu'on n'ira pas jusqu'aux espèces exotiques, bien évidemment, c'est de voir de quelle manière on peut trouver l'équilibre pour répondre à nos deux objectifs. Ensuite, à l'amphi, ça passe vite. Je retrouve les questions dans l'ordre. On nous dit, j'aurais aimé savoir comment cela se passe concrètement pour monter un tel projet. Vous avez parlé d'être à plusieurs acteurs. Comment les réunit-on autour de la même table? Alors ça, c'est la base de la réussite. Si on veut faire du l'inter ou du pluridisciplinaire, il faut qu'effectivement, on rassemble autour de la même table
des gens avec des compétences différentes. Et là, je parle que dans le domaine de l'ingénierie, mais j'irai même plus loin, hein, dans le jeu multi-acteurs, des bureaux d'études, des entreprises de travaux et au sein des donneurs d'ordre. Il faut que ce soit l'ensemble de la chaîne d'acteurs qui puissent travailler ensemble et se concerter pour mettre en place des projets qui sont efficaces. Et ça passe par d'abord hein, cette dimension sur le jeu pluriacteur, pas seulement des bureaux d'études d'ingénieurs concepteurs, mais sur l'ensemble des acteurs. Ça veut dire qu'il faut passer par une très forte sensibilisation sur le savoir-faire en génie végétal, en génie écologique et sur les SFN. Très important. C'est-à-dire que ça se passe au niveau des donneurs d'ordre. Si une collectivité ne pense pas à attirer l'attention de ceux qui financent sur le fait qu'il y a des SFN qui existent, il y a tout un savoir-faire, eh bien, on peut passer à côté. Donc, la sensibilisation auprès notamment de toutes ces catégories d'acteurs, elle est importante et elle peut se faire dans le cadre de ces projets-là. Donc, allez dans les conseils municipaux, allez portez-vous, allez jouer le rôle d'élu aussi lorsque vous voulez porter ces éléments-là, c'est très important. Et puis après, au sein même de l'espace, on va dire pluricompétences, ben, il ne faut pas hésiter à s'entourer des personnes compétentes. Lorsqu'on met en place des projets GEMAPI, est-ce qu'on va plutôt orienter le projet PI, plutôt orienter GEMA? Si vous êtes plutôt bureau d'études en hydraulique, ben, vous allez peut-être plus avoir le savoir-faire pour orienter vers l'hydraulique, la protection. Si vous êtes un bureau d'études naturaliste, ce sera plutôt vers la partie GEMA. Eh bien, moi, je pense que ce que j'ai pu voir, en tout cas concrètement, souvent de plus efficace, c'est quand les réponses elles sont avec des groupements de gens qui sont chacun dans leur domaine et qui ont leur propre domaine de compétences et qui s'allient avec d'autres compétences dans d'autres domaines. Ça permet vraiment de croiser les approches, ça permet vraiment de faire d'avoir cette approche j'aime bien le terme plutôt que de d'interdisciplinaire. On croise tout ça et qui fait que derrière, on s'y retrouve. Donc, après, ça peut se retrouver au sein d'une même entreprise, d'un même bureau d'études, mais l'important, c'est la multiplication réellement des compétences dans ces domaines-là. Je continue dans l'ordre. Donc, Manon Despo nous dit, les SFN sont-elles intégrées dans les documents de planification d'aménagement des territoires, PLU, SRCE, SRADET? Eh bien, pas forcément. Alors, c'est le problème quand vous avez un concept qui est, je vais dire qu'il est jeune, hein, 10 ans, c'est vraiment peu, le temps qu'on le voit apparaître et qu'on se l'approprie. Mais il se passe autour des SFN une espèce d'engouement et d'appropriation par les pouvoirs publics qui, je pense, n'a pas vraiment eu lieu avec les autres concepts, ce qu'on a pu voir hein, sur l'ingénierie écologique, par exemple. Il n'y a pas eu ce phénomène d'appropriation, je pense, je peux me tromper, mais vraiment, parce qu'aujourd'hui, vous avez toute une mobilisation parlementaire qui se fait autour de ce terme. Il suffit de voir notamment ce qui s'est passé avec le Congrès mondial de la nature. Il y avait des sessions à foison, à Marseille en septembre. Vous aviez énormément de sessions sur lesquelles on parlait des SFN. Et puis, les politiques, alors ils viennent un petit peu pour s'afficher, évidemment, mais ils viennent aussi prendre de l'information. Et donc, ils viennent et ils intègrent le terme. Ils se rendent compte d'un savoir-faire. Ça veut dire que derrière, c'est aussi par là que ça passe. Le fait qu'il y ait des lois qui soient, j'allais dire incitatives, plus que ça, puisqu'elles forcent à dépenser des approches pluri-objectives. Je reviens sur l'exemple de la GEMAPI. C'est une loi assez géniale, la mise en place de cette compétence pour dire penser vraiment à ces deux approches-là en même temps. On voit de quelle manière, après les SFN, eh bien, elles sont là pour répondre à ces volontés d'avoir des approches combinées entre GEMA et PI, donc plutôt sur un volet écologique et plutôt sur un volet sécuritaire. Donc aujourd'hui, finalement, on va les voir encore assez peu, mais c'est pareil, c'est pour ça que le travail de sensibilisation, d'information, directement auprès de ceux qui mettent en place ces documents-là. Alors, il y a les élus, il y a les services dans les collectivités. Il faut tout faire pour qu'on puisse faire percoler, imprégner le domaine des SFN à l'intérieur. Et encore une fois, attention, parfois le terme SFN ne sera pas là, mais on va trouver les concepts associés. La restauration écologique, l'ingénierie écologique, les infrastructures vertes, la trame verte et bleue. Donc, c'est important aussi qu'on retrouve quand même les traces de tout ça, plutôt les prémices, hein, on va dire, de ce qui peut constituer aujourd'hui les SFN, mais on est encore loin, loin, loin d'avoir cet effet d'imprégnation et d'intégration, pour reprendre les termes de Manon, dans ces documents-là. Mais il y a un réel enjeu à le faire et on doit tous être acteurs de cette trajectoire-là.
Ensuite, c'est une question de Kalouch Tala. Est-ce que les SFN dépendent essentiellement de la volonté des pouvoirs publics de les mettre en place? Bon, je pense que dans les éléments que j'ai apportés ici, il y a un élément de réponse. Je pense que ça se joue beaucoup au moment de la commande. Donc, ce sont les donneurs d'ordre qui vont pouvoir orienter les projets vers l'utilisation de SFN en particulier. Mais on a aussi parfois le fait que ces donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage, n'y pensent pas forcément et que vous avez des bureaux d'études qui sont au fait de ces types d'actions-là. Donc, ça se joue vraiment à tous les niveaux. Et c'est pour ça aussi que les réseaux interprofessionnels, et là, forcément, je vais mettre la GBio en avant, la GBio a cette particularité d'être interprofessionnelle avec des collèges d'acteurs et de métiers qui sont très différents et qui sont particulièrement complémentaires entre eux. C'est aussi là que ça peut se jouer dans les échanges d'informations et dans les synergies à mettre en place pour qu'on puisse vraiment avoir une application de CSFL. Ensuite, Michel Lafort nous dit que des assemblages multi-espèces sont plus résilients, mais il faut effectivement prendre des espèces adaptées au contexte local en privilégiant des espèces locales quand c'est possible, éviter les espèces potentiellement envahissantes et tenir compte des contraintes de maintenance. Les systèmes le plus autoportants sera le mieux. Et on est bien effectivement, Michel, dans cette idée d'équilibre, de curseur, de gradient qui fait qu'on trouve le subtil et savant mélange pour répondre à la fois nos objectifs de répondre aux défis de société et aux défis de répondre à une plus grande nature. Ensuite, Philippe Kernalegen, bonjour Philippe, nous indique que lors de la journée technique de l'ARB Île-de-France à propos des haies, il y a eu des débats par rapport aux espèces locales et aux espèces exotiques, notamment à cause du changement climatique qui fait remonter les régions biogéographiques vers le nord. A-t-on les mêmes débats en génie végétal? Alors, je dirais que oui. D'ailleurs, ça perturbe beaucoup les chercheurs parce que les chercheurs, ils essayent justement d'aider à la conception des projets, notamment par exemple à mettre en place des guides de bonnes pratiques, et puis souvent à donner des seuils d'efficacité des actions, ou à donner on va dire par exemple des zones géographiques sur lesquelles telle ou telle espèce peut être utilisée plutôt qu'une autre. Ben, on voit tous, avec le changement climatique, les choses, elles changent, les limites climatiques, elles bougent, et ça veut dire aussi que forcément, des endroits, peut-être que maintenant, dès maintenant ou dans quelques années, ce ne sont plus les mêmes espèces qu'il faut utiliser. Vous avez trouvé dans un guide de 1990 une liste d'espèces particulièrement efficaces pour répondre à un type de processus, et aujourd'hui, ces espèces, on ne peut plus les utiliser. Elles sont plus aussi adaptées au milieu sur lequel elles se trouvaient, et donc il faut peut-être passer à d'autres espèces. On va vous donner des seuils d'efficacité, par exemple, d'ouvrages par rapport à des phénomènes. Ces seuils vont forcément bouger. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on cherche à définir une action par rapport à une fréquence de retour d'une crue, on se dit que ça n'a plus trop de sens. Aujourd'hui, le décennal, le cinquantenal, le centenal, ça veut dire quoi? Ça ne veut plus dire grand-chose. Donc, on va plutôt se fixer par rapport à un débit. Et là, ce débit, notre résistance, ça sera toujours la même valeur seuil par rapport à un débit. Et encore, sauf si ça bouge aussi par rapport aux espèces, sécheresse et autres. Mais voilà, on change nos repères énormément dans tous les domaines, et notamment, bien sûr, sur le génie végétal. Donc voilà, il faut bien toujours, notamment lorsqu'on lit des documents, des guides, être critique et avoir donc cette critique personnelle par rapport aux éléments qu'on peut nous donner sur ce qui peut être indiqué dans ces guides. Oui, alors ARB, c'est Agence régionale de la biodiversité. Donc, c'est des antennes locales de l'AFB, enfin de l'OFB aujourd'hui, Office français de la biodiversité. Et puis CC, c'était pour changement climatique. Ah pardon, j'ai pas vu que Philippe avait apporté les éléments de réponse en direct sur le chat. Voilà, je vois plus de questions sur le chat. Ah si, Michel nous dit que concernant les statistiques, il y a encore beaucoup trop de personnes qui se basent sur les statistiques antérieures sans intégrer le changement climatique dans l'approche, ce qui donne souvent de mauvais résultats. Ça rejoint exactement ce que je vous disais juste avant. Effectivement, il faut qu'on soit prudent. J'ai pas lu le message d'avance sur les arbres.
Ah, pardon, j'ai raté un message. Alors, ok, bah, je vais retourner voir Michel. Mais c'est voilà, c'est vraiment aujourd'hui, faut pas qu'on hésite tous à être bien critique par rapport à tous les éléments qu'on peut avoir. Ça milite aussi pour rééditer des guides. Hein. Vous savez, guide de bonne pratique. Enfin, tous les guides en général, ils ont, c'est ce qu'on nous dit chez les éditeurs. Hein, la durée de vie, c'est 5 ans. Et on disait ça avant qu'il y ait du changement climatique. Alors aujourd'hui, je ne sais même pas quelle est ce qu'il peut y avoir, mais voilà, ça change beaucoup. Ah oui, donc j'ai retrouvé le. Oui, voilà, Michel. Alors, il faut anticiper les évolutions futures dans la conception, oui. C'est en particulier le cas sur les espèces à longue durée de vie, les arbres notamment, prévoir les évolutions futures dans les données à intégrer pour éviter de se retrouver avec des mortalités massives. Alors ça, c'est particulièrement intéressant comme réflexion parce que on a insisté dans les questions auxquelles il fallait répondre pour les SFN sur l'importance de la cohérence des échelles spatiales, mais les échelles temporelles sont aussi particulièrement vraies. Et c'est vrai que quand on parle de génie végétal, bon, on utilise plutôt souvent nos semences, nos plants, nos boutures, qui bien souvent, notamment dans les milieux liés à l'eau, hein, correspondent à des milieux qui ne sont pas des milieux arborés. On est plutôt sur l'arbustif, les herbacées. Et parfois aussi, ce sont des formations végétales qui n'ont pas les mêmes fonctionnements que celles des forêts. Et les arbres, eh bien, bon, il y a aussi l'histoire qu'ils ont forcément une histoire plus longue. Donc, c'est pas les mêmes considérations, mais ça fait aussi penser à toutes les forêts qui sont en place. Je pense notamment aux forêts qui sont un rôle de protection, qui sont là depuis déjà bien longtemps, qui font partie du paysage. Ils n'évoluent pas très vite, on n'y pense pas, mais il peut y avoir des phénomènes de dépérissement très importants sur ces forêts-là. Alors, ça n'a pas attendu aujourd'hui, hein, dès 2003 et ce qu'on appelait autrefois la canicule. Hein. C'est assez rigolo, ce phénomène exceptionnel de canicule de 2003. On oublie souvent qu'en 2004, bon, il y a eu moins de morts, on en a moins parlé, mais ça a été encore aussi très très important. Voilà, on a eu des phénomènes très importants de dépérissement au niveau des forêts, où aujourd'hui même, hein, on est encore avec des conséquences qui se ressentent. Je pense notamment aux forêts à rôle de protection sur les aléas naturels, notamment en montagne, qui ont été fortement impactées. Et c'est vrai qu'avec les arbres, c'est une autre réflexion aussi, qui est peut-être un peu plus cachée, mais tout aussi importante. Surtout que le fait après de régénérer les forêts, les réinstaller, c'est aussi des pas de temps qui sont beaucoup plus longs par rapport aux autres formations végétales. Alors, on a une question de Bissimoa Mapendo Emilienne, pardon, j'espère que je n'ai pas écorché le nom, qui nous demande si la GEMAPI est une loi. Pas de problème pour la connexion en retard. Je vous rappelle que ça a été enregistré, hein, donc vous pourrez, pour ceux qui étaient en retard, retrouver le début de la présentation. Non, la GEMAPI n'est pas une loi, c'est une compétence. Mais c'est une compétence qui a été instaurée par une loi, loi MAPTAM et loi NOTRe ensuite qui l'a modifiée, hein, 2014-2015. Donc en fait, voilà, c'est bien une compétence, une manière de gérer les choses qu'on a mis en place voilà, mais c'est une loi qui instaure une compétence qui fait après, ça a des répercussions importantes, notamment en termes de choix d'ingénierie et pas que de gouvernance. Voilà. Ensuite, Manon nous demande si, alors on parle beaucoup du label végétal local. Est-ce une des réponses apportées au génie végétal et au SFN? Alors oui, l'AGBio a participé et participe encore aux discussions qui portent sur sur le label de végétal local. C'est important parce que ça rejoint après les discussions qu'on a eues par rapport à ce qui tournait autour des espèces locales, des espèces exotiques. Donc, oui, on est impliqué à l'AGBio dans ces réflexions-là parce qu'elles participent au fait qu'on puisse mettre en place un génie végétal de qualité qui est le credo et le mot d'ordre de ce qu'on veut faire au niveau de l'AGBio. Et comme on l'a vu après, il y a cet emboîtement des concepts entre eux. Donc forcément, cette approche-là au sein du domaine du génie végétal doit aussi percoler au sein des solutions fondées sur la nature. C'est aussi un des avantages d'avoir cette imbrication des domaines pour qu'ils puissent se nourrir eux-mêmes de tout ce qui peut déjà être fait et qu'on n'ait pas de perte en ligne. Dès lors qu'on se dit, ah, il y a un nouveau concept, ben on repart de zéro. Non, absolument pas.
je pense que beaucoup d'entre vous vous êtes retrouvés dans ce qui a été dit par rapport au SFN. Peut-être que c'est même rassurant de vous dire ah bah, finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau à l'Ouest ici. Mais voilà, au moins, vous voyez de quelle manière on peut caler ces différents concepts-là. Claire nous dit que nous demande si on pense que le génie végétal dans son ensemble est un milieu d'activité qui a un grand avenir. Quelles en sont les limites? Alors, grand avenir, alors là, oui, certainement. C'est intéressant de se repencher dans l'histoire du génie végétal ou génie biologique, qui fait qu'il y a eu un peu des heures de gloire. N'oublions pas qu'on a le plus vieux service de restauration des terrains dégradés au monde en France, et que le terme de génie biologique, même s'il a encore des racines beaucoup plus lointaines, a notamment été très important dans notre pays. Il a été aussi utilisé dans d'autres pays qui aujourd'hui l'utilisent plus que nous aussi par moment. Enfin, on a eu quand même un regain d'activité autour du génie végétal dans ces dernières décennies et il y a une très forte dynamique. Je pense que dans un contexte alors qui n'est pas nouveau, mais dans lequel on parle de plus en plus de nécessité d'avoir des approches douces sur nos actions, sur le fait qu'on ait le changement climatique, le fait qu'on doit avoir, finalement, c'est ça, des solutions qui se fondent sur la nature. Ça donne encore plus de perspectives d'avenir au génie végétal et qu'il ne faut pas qu'on se prive de l'utiliser. Alors après, donc grand avenir, oui, très certainement. Les limites, elles sont notamment dans ce graphe que je vous avais. Attendez, je vais mettre de la lumière parce que non, je ne verrai plus rien. Bon, on verrait un petit peu avec juste le crépuscule. Le fait que, oui, tout à l'heure, ce que je disais sur la balance, pas penser que le génie végétal peut tout faire et répondre à tout. Il ne faut surtout pas qu'on cherche à faire cette vision trop tournée vers le végétal, trop tournée vers l'approche par la nature. Encore une fois, il faut y penser, mais ne pas hésiter à faire varier ce curseur. C'est pas grave si on n'est pas complètement tourné vers la nature, qu'on se fonde pas complètement sur la nature. L'important, c'est qu'on réponde à l'objectif et il y a des emplois à créer derrière tout ça. On le dit depuis très longtemps, mais c'est quelque chose qui est important. Et puis, voilà, après, d'autres limites, non, moi je dirais plutôt qu'il y a une remise en question perpétuelle, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se reposer sur le socle de connaissances qu'on peut avoir, de savoir et même de savoir-faire, mais il faut sans arrêt le remettre en question au gré des changements qu'on peut avoir au niveau de ce qui se passe, notamment au niveau du climat. Monsieur François nous demande si les SFN ont un avantage différentiel par rapport au génie civil lié à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, notion de puits ou de stockage de carbone. Alors oui, je vais même relier ça aussi à la lutte contre la sécheresse. On peut, c'est pas avec nos éléments de génie végétal qu'on va changer des choses, qu'on va limiter les gaz à effet de serre, changer le climat. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur les petites pierres à l'édifice, parce que vous voulez lutter contre les inondations, au moins les prévenir, les réduire à l'échelle d'un bassin versant. La moindre petite action que vous avez avec du végétal à un endroit, elle va contribuer. En elle-même, c'est dérisoire, mais c'est un ensemble de petites actions qui font que on va arriver à des choses efficaces. Et bien, c'est tout à fait vrai aussi par rapport au stockage de carbone. C'est vrai aussi pour la lutte contre la sécheresse. La végétation est très importante. Elle joue de manière très importante sur le cycle de l'eau, peut-être plus que ce qu'on pense qu'elle peut jouer comme rôle, parce qu'elle stocke l'eau, elle l'intercepte, elle la restitue dans l'atmosphère, elle recrée de l'humidité, et ça joue sur le cycle de l'eau dans le fait de rafraîchir les villes et de jouer contre les éléments de sécheresse. Donc le plus on en fera, le mieux ce sera, et c'est vraiment une accumulation de petites actions, comme les petits ruisseaux font les grandes rivières. Claire nous remercie, eh bien c'est moi qui vous remercie tous. Je vois plus de questions, je vais bientôt être dans le noir parce que j'ai pas anticipé le fait que maintenant la nuit tombe vite. Donc, mais il y a encore un petit peu le temps si vous voulez pour d'autres questions. Oui, on nous demande si les pays européens sont en avance dans les SFN, même si les problématiques ne sont pas forcément les mêmes. Je ne sais pas si on peut parler d'avance. Il y a des endroits où on est plus en avance. On peut le dire, c'est pour le génie végétal, le génie écologique, c'est valable aussi pour les SFN, parce qu'on y a pensé un peu plus tôt, parce qu'on y a cru un petit peu plus vite. Donc,
je ne vais pas forcément répondre exactement pour dire oui, tel pays est plus avancé. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a un ensemble de savoir-faire et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui se passe ailleurs. On a des approches au Canada, au Québec, qui sont absolument géniales sur la prise en compte des SFN pour lutter contre oui, les changements climatiques, les changements des niveaux d'eau. Donc, on a un vivier d'expérience qui est très important. Et ça me fait d'ailleurs rebondir sur le fait que l'AGBio a son équivalent en Europe et au niveau international. Hein. Vous avez la Fédération européenne de génie biologique, les FIB, qui est tout aussi efficace dans sa façon d'avoir des approches sur pour augmenter le savoir, les savoirs et les savoir-faire. Ensuite, Michel nous dit concernant le carbone, le génie civil consomme du carbone, notamment pour le béton. A contrario, le carbone des végétaux est à moitié fixé dans ces sols, ce qui est une très bonne chose. Ben voilà. On pourrait lister beaucoup d'éléments qui nous permettent d'aller vers une plus grande considération de nos végétaux parce qu'on va y gagner à tous les étages, même si à chaque fois c'est de façon très ponctuelle et même ce qui peut paraître dérisoire. Donc c'est bien tout ce que vous faites remonter parce qu'on voit forcément remonter toutes ces applications possibles des SFN et de notre génie végétal avec des avantages à de très nombreux niveaux et sur des domaines qui sont particulièrement variés. Donc voilà, si aujourd'hui on a tous ces éléments de conscience entre nous, c'est que voilà le pari est réussi par rapport à ce qu'on voulait faire, en particulier ici par rapport à ce webinaire. Voilà, je vais vraiment finir dans le noir. Donc voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, si. C'est Stramar qui nous dit, existe-t-il une ou plusieurs qualifications de génie écologique, génie végétal pour les maîtres d'œuvre? Alors, je pourrais presque laisser les membres de la GBio, Emmanuel, répondre dessus, parce que oui, il y a des réflexions qui portent sur les qualifications. Je parlais aussi tout à l'heure en disant les SFN ne sont pas un label, mais oui, il y a tout un travail, et notamment au niveau de la GBio, qui est réalisé sur ces questions après de qualification. Je ne suis pas assez au fait de ce qui a pu se faire récemment, donc si quelqu'un veut intervenir, il peut. Je vois si Manuel est toujours là. Si Manuel, si tu veux ajouter quelque chose. C'est bon, tu m'entends là, Freddy? Oui, on t'entend, Manuel. D'accord. Alors, je ne sais pas ce qui était entendu par qualification, si c'était la qualification des travaux ou la qualification du maître d'ouvrage en tant que tel. Aujourd'hui, on travaille notamment avec la Fédération française pour le génie et l'ingénierie écologique qui s'appelle l'AIGECO, avec l'UNEP et l'UPGE pour la rédaction d'un guide des CCTP pour les travaux de génie écologique parce que ça n'existait pas encore aujourd'hui. Donc, on travaille à l'édition d'un guide qui va normalement aider les maîtres d'œuvre normalement à rédiger leur CCTP. Après, c'est vrai que j'ai vu, on parle de qualification des entreprises là en génie écologique. Alors ça s'adresse plus aux entreprises là aujourd'hui. Il y a des qualifications qui existent sur le génie écologique et le génie végétal. Alors d'un côté on a Calister, de l'autre côté on a Calipaysage. Il y a des petites différences qui sont notamment sensibles. Et voilà, je vous invite, on sera présent à Paysalia pour une présentation avec la fédération, notamment sur tous les outils qui existent aujourd'hui et puis toutes les actualités liées au génie écologique et notamment des informations sur l'ensemble, sur le montant des marchés que ça représente aujourd'hui en France. Alors juste pour la petite exclusivité, on a regardé l'autre jour les chiffres qui étaient donnés que sur les marchés publics. On est à plus d'1 milliard d'euros par an de marchés dédiés au génie écologique, juste les marchés publics qui ont été tracés à travers l'outil qu'on a utilisé. Donc, je pense qu'effectivement, on est en pleine croissance sur ces marchés-là. Voilà. Je te relaisse la main, Freddy. D'accord. Merci beaucoup, Manuel. Et puis, il y a eu des réactions aussi sur le chat avec Isabelle Combrou. Bonjour, Isabelle. Et puis, Stanislas Michalon de la Compagnie des Forestiers qui nous parle aussi qui a indiqué, oui, voilà, Calipaysage, Calister, en termes de qualification des entreprises en génie écologique.
voilà, si vous voulez dire un petit mot dessus, vous pouvez. Hein, sinon, j'ai raté une question. Oui, Claire a dit, vous avez mentionné un curseur pour le génie végétal. Comment sait-on où le placer, s'il est possible de le faire objectivement? Quel lien peut-on faire entre le génie végétal et le génie civil? Alors ça, j'ai envie de dire, c'est tout le savoir-faire qui fait qu'on va pouvoir savoir où placer ce curseur-là. Et dès lors qu'on est sur des approches qui sont multi-bénéfices et pluri-objectives, c'est là vraiment que le fait de faire jouer les compétences dans leur complémentarité trouve tout son sens. Parce que seul, bien souvent, dans toutes ces approches-là, par le seul fait qu'on soit sur une définition d'approche co-bénéfice, fait qu'on peut vite être limité dans la façon de voir les choses, le recul qu'on peut avoir. Vraiment, c'est la concertation qui va jouer dans ce type d'approche-là. Et c'est vraiment quelque chose de très subtil, cet équilibre à trouver. On peut des fois aussi parfois se tromper, mais je pense que c'est intéressant, hein, parce que ça veut dire aussi que, je prêche un peu pour ma paroisse, mais la recherche, c'est aussi là qu'elle se situe et qu'elle peut apporter des éléments pour aider justement à savoir comment fixer ce curseur et pour trouver l'équilibre qui est forcément changeant avec tout ce qui peut se passer aujourd'hui, avec notamment les changements, notamment le changement climatique. Voilà, Stramare nous dit aussi, je suis en entreprise de travaux et voulait aussi savoir s'il existe des qualifications similaires à celles mentionnées pour les maîtres d'œuvre, voilà, et qui disait bien noté pour Paysalia. Voilà, c'est Jonathan. Voilà. Oui, je ne sais pas si les éléments de réponse ont été apportés tout à l'heure. Je me suis un peu sauvé pour aller trouver une lumière. Voilà, je ne sais pas si la réponse a été apportée ou pas. C'est bon. OK, super. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? 7h15, on est bien? Attention, je vais faire un décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, écoutez, il me revient de vous remercier pour votre présence et pour votre attention. J'espère que ça a répondu à vos attentes et pour cette première expérience de webinaire de la GBio. D'autres viendront, donc soyez attentifs. Et si vous ne faites pas partie de la GBio, je ne peux que vous inviter à rejoindre le réseau parce qu'il s'en passe des choses à la GBio. Voilà, un grand merci à tous, bonne soirée et puis à très bientôt.